c'est ça que je souhaite moi aux jeunes, c'est qu'ils puissent faire des choix dans lesquels ils sont bien, quels qu'ils soient. En fait, les rapports disent tous la même chose. Il y a quasiment, on va dire 2 jeunes sur 3 qui regrettent leur choix d'orientation, à peu près 60%. 1 sur 2 qui disent qu'ils ont mal été accompagnés, grosso modo. On a énormément de décrochage scolaire et une des causes principales, 60%, c'est l'orientation. Je suis partisan du fait qu'il faut arrêter d'opposer les mondes. On dit toujours « Ah, l'éducation nationale ceci, l'éducation nationale cela ». Je pense qu'en fait, il faut essayer aussi de comprendre les contraintes qu'ils peuvent avoir. Alors, il y a des personnes qui parlent d'orientation et d'autres qui la transforment. Isabelle Andrieux fait partie de celles qui agissent. Entrepreneure, enseignante, dirigeante associative, vous avez exploré, chère Isabelle, plusieurs univers. L'entreprise, d'abord, l'éducation, l'engagement, ensuite, avec toujours la même conviction, celle de redonner aux jeunes le pouvoir de choisir leur avenir plutôt que de le subir. Alors, après une première vie dans le marketing et la communication, vous créez Crée ton avenir, puis le collectif orientation que vous présidez aujourd'hui. 2 initiatives qui partent d'une idée simple mais importante. On ne devrait pas orienter les jeunes, ils devraient s'orienter eux-mêmes. Voilà ce que vous dites. Aujourd'hui, vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite. Vous œuvrez notamment à transformer une orientation souvent perçue comme une contrainte en un véritable levier d'émancipation. Avec vous, on va parler d'avenir, bien sûr, mais surtout de sens, de ce que l'orientation dit de notre société, de la place qu'on laisse ou pas aux jeunes pour tracer leur propre chemin. Bienvenue. Isabelle. Merci beaucoup pour cette présentation, Philippine. On est ravis de vous recevoir dans 20 sur 20. Merci à vous. Alors, moi, ce qui m'a marqué dans votre parcours et dans tout ce que j'ai pu lire et découvrir de ce que vous faites, c'est notamment une phrase que vous avez l'habitude d'évoquer, de dire. Vous parlez souvent d'un droit à l'orientation. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément, et pourtant on a reçu dans 20 sur 20 et ailleurs un certain nombre d'acteurs de l'orientation et de l'éducation. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément entendu ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement, un droit à l'orientation ? Alors d'abord, c'est pas que moi, c'est dans le code de l'éducation. Quand on regarde dans le code de l'éducation, vous avez véritablement un droit à l'orientation. Alors, c'est pas mentionné forcément avec ces terminologies-là, mais on parle de droit à ce que chaque jeune puisse trouver sa place. Et d'ailleurs, si vous regardez le rapport qui a été fait par le défenseur des droits sur l'orientation, qui est paru avant l'été, ouais. Véritablement, il dit c'est un droit. Donc, en fait, je reprends ni plus ni moins. Donc, ça ne vient pas que de moi. Par contre, pourquoi j'en fais mon cheval de bataille ? Parce que je pense qu'effectivement, chacun d'entre nous, chaque jeune et chacun d'entre nous, doit pouvoir avoir le droit de choisir son avenir. Ça nous concerne, ça concerne chacun d'entre nous. Et donc, au moins, ce droit-là, il devrait, au-delà du fait qu'il est dans le code de l'éducation, que le défenseur des droits le reprenne, etc., je pense qu'intimement, chacun devrait avoir le droit de pouvoir trouver la voie qui lui correspond, de s'y épanouir. Et peut-être très naïvement, je pense qu'il y a des compétences, il y a du positif en chacun d'entre nous. Parfois, on met du temps à trouver là où on s'épanouit ou là où on est bon. On a énormément de reconversions, je crois, aujourd'hui. Des gens qui, tout d'un coup, étaient cadres dans une entreprise, dans une banque, puis tout d'un coup se disent je vais revenir à ma volonté de jeunesse qui était d'être pâtissier, par exemple. Et ils font ça très bien. Et ça, on en a quand même beaucoup. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a forcément une voie, une place qui peut changer, d'ailleurs, elle n'est peut-être pas toujours la même, où on s'épanouit, où on est bien. Et c'est ça que je souhaite, moi, aux jeunes. C'est qu'ils puissent faire des choix dans lesquels ils sont bien, quels qu'ils soient. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous estimez que ça n'est pas vraiment le cas ? Ben non, en fait, en vrai. Alors, on peut prendre le sujet dans plein d'angles. Quand on regarde les chiffres, alors là, en plus, on est gâtés, parce qu'il y a à peu près 2-3 rapports sur l'orientation qui sortent chaque année. Donc, je vous disais, cette année, c'est le défenseur des droits. On a eu aussi la Cour des comptes, et puis l'année d'avant, on a eu le Sénat. Enfin bon, voilà. Tout le monde factuel. est très... Oui, voilà, tout le monde... Nous, on est notés et on est apprécié et évalué chaque année par de nombreuses personnes. Quand on regarde un peu ce qui se passe et ce que disent les rapports, en fait, les rapports disent tous la même chose. Il y a quasiment, on va dire, 2 jeunes sur 3 qui regrettent leur choix d'orientation, à peu près 60%. C'est énorme. C'est énorme. On a 1 sur 2 qui disent qu'ils ont mal été accompagnés, grosso modo. On a énormément de décrochage scolaire et l'une des causes principales, 60%, c'est l'orientation.
Donc, on a tout un tas d'informations, de constats que je pourrais égrener parce que chaque année, ils sont à peu près, alors ça varie d'un point, de 2 points, mais grosso modo, la situation elle est assez dramatique, on va le dire comme telle. Ouais. Et on nous dit parallèlement à ça, il y a 400 millions d'euros à peu près chaque année qui est mis sur la table. Il y a à peu près 9000 acteurs publics et privés qui travaillent dessus. Alors, tout de suite, la conclusion qu'on pourrait avoir, ça serait de dire, on est tous nuls depuis toutes ces années. Ça fait des années qu'on y met de la force, de l'énergie, etc. Et chaque année, c'est comme si vous aviez Philippines, votre bulletin scolaire chaque année qui revient en disant, bah non, Philippines, c'est toujours pas, en fait, en vrai, toujours pas. Et donc, ça amène à plusieurs choses. Ça amène à l'humilité, forcément, se poser les bonnes questions et puis se dire, qu'est-ce qui fait que... Alors, qu'est-ce qui fait que, en fait, chose évidente, l'orientation, c'est complexe. Ouais. Et ouais, mais, alors j'allais dire en France, mais pas qu'en France, l'être humain n'aime pas la complexité. Parce que la complexité, je crois qu'en ce moment, on le voit, quand c'est complexe, on ne sait plus où on nage. Et le cerveau, notre cerveau humain, il n'est pas fait pour gérer des choses complexes. Il va essayer de se repérer par rapport à des choses qu'il connaît, puis il va essayer de trouver des voies. Voilà. Et dès que c'est complexe, qui dit complexe dit que ça prend du temps, forcément. Adaptation. Voilà, il faut s'adapter, il faut travailler tous ensemble. Oh là, attention, on le voit bien encore une fois en ce moment. Oh là là, voilà. En plus, il y a une véritable nécessité, mais ça se voit sur plusieurs sujets, à éclaircir le sujet, déjà. Parce que quand on parle d'orientation, en fait, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, vous allez entendre plein de choses. Vous allez entendre le fait que c'est la découverte des métiers. Ah ouais, ok. Un peu, c'est la connaissance de soi. Ouais. C'est beaucoup d'informations. Ah ouais, il faut l'accès à l'information. Ouais. Puis tout le monde n'a pas accès à l'information. Ouais, d'accord. Ok. Mais en fait, on confond les ingrédients et la recette. Tout ce que je viens de vous énoncer, c'est des ingrédients. C'est pas la recette. On a l'impression qu'en fait, il faudrait que l'orientation soit un guichet où on se présente, on dit alors moi j'aurais besoin de la découverte des métiers, moi j'aurais besoin. En fait, c'est pas un guichet, c'est un système, c'est un processus. C'est pas une question d'information, c'est une question de compétence. Il n'y a pas que de l'info, il y a de la compétence. C'est un processus, et on va y revenir sur l'apprentissage du choix que je défends, mais c'est un véritable processus. Donc en fin de compte, comme on prend problème par un petit bout de la lorgnette, ou par un élément de la recette, forcément, on n'arrive pas à avoir le gâteau. Si vous mettez que des pommes et de la farine et que du sucre, sans avoir la recette, Philippine, avec beaucoup de talent, j'en doute pas, ça va être compliqué de faire une recette digne de MasterChef. C'est exactement la même chose. En plus, on parle des choix d'orientation. Nous, chez Crée ton avenir, on s'est posé la question, on dit, ok, mais on parle de choix d'orientation. En fait, qu'est-ce qui fait le choix ? Est-ce que c'est le jeune ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Alors, bon, grosso modo... Ses parents, l'institution, les copains. Quand on regarde un peu et qu'on creuse un peu, on a eu 12 ans, Crée ton avenir, et même un peu avant, pour creuser tout ça, c'est pas le jeune, majoritairement. Alors, ça appelle à beaucoup de questions derrière. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Déjà, qui ? Qui ? Est-ce que c'est une forme et pourquoi pas bien sûr. Et pourquoi pas lui, d'ailleurs. Et donc, alors nous, on s'est posé cette question et on s'est rendu compte que c'était pas lui, que c'était effectivement l'institution, les parents, etc., parce qu'ils sont trop jeunes, parce que c'est trop dur, parce que ceci, enfin, toutes les bonnes raisons du monde. Et on s'est dit, mais en fait, mais faire un choix, est-ce que ça s'apprend déjà ? Question dessous. En réalité, donc on a fait des recherches, on a été, et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça s'apprend. Alors, c'est pas moi qui le dis, je vais rendre à César ce qui est à César. Choisir n'est pas une compétence génétique, mais un acquis éducatif. Ça, c'est Marcelli, pédopsychiatre. Et j'en ai d'autres comme ça. Nous devons apprendre aux enfants à faire les bons choix. Ça, c'est Monsieur Lachaud, directeur de recherche à l'INSERM. Oui, effectivement, faire un choix, ça s'apprend. Sacrée nouvelle, déjà. Après, on s'est posé la question, oui, mais est-ce qu'un adolescent peut apprendre ? Deuxième bonne question, à faire un choix. Ouais. Alors oui, et il vaut mieux. Alors pourquoi oui, il vaut mieux ? Parce que, en fait, alors, sacrée nouvelle du jour, notre cerveau est à maturité à 25 ans. Ouais. D'accord ? Donc quand les jeunes doivent opérer des choix d'orientation, ils sont grosso modo, ça commence au collège. Donc on est dans une phase à partir de 14 ans. C'est ça. Donc sans être super fort en maths, ça veut dire que votre cerveau, il n'est pas complètement développé. Non. Or, comment il est développé ? Là, c'est la partie préfrontale où, normalement, pour faire un choix,
je reprends je suis gourmande, hein, trois ingrédients, donc l'intuition, l'émotion et la raison. D'accord ? Ouais. Justement dosé. Or, quand vous êtes ado, ça ne vous étonnera pas, l'émotion prédomine. Moins que l'intuition et la raison. Bah, c'est pas un défaut de fabrication, hein, c'est comme ça. C'est parce que notre cerveau, il évolue comme ça. Et que disent les pédopsychiatres, que disent les scientifiques ? Du coup, l'enseignement à comment faire un choix, ben, ça permet de rééquilibrer et de donner plus de raison et d'intuition là où il n'y en a pas. Et quand vous êtes amené à faire des choix qui sont très impactants pour vous, si vous n'avez que l'émotion, c'est là que ça bloque. Donc, oui, faire un choix, ça s'apprend. Et deuxièmement, il vaut mieux quand on est adolescent. Bah alors, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Donc, nous, on a été chercher dans le monde entier. Parce qu'en France, c'était assez limité. Hein. Il n'y en avait pas. Culturellement, apprendre à faire un choix. Je ne sais pas si vous avez eu ça au programme. Non. Voilà. Donc, on a cherché et on a trouvé nos amis canadiens. D'accord. Et puis, aux États-Unis aussi, ils ont fait beaucoup de recherches et c'est inclus maintenant dans les programmes. On a trouvé des enseignements à la prise de décision. Mais alors, dès le plus jeune âge. Hein. Et comment ils s'y prennent ? Alors, très simplement. Hein. Alors, on est à la petite classe, hein, équivalent primaire de chez nous. Donc, c'est les ptiottes. Hein. Et donc là, on commence mollo. Hein. Alors, on commence avec le choix entre une pomme rouge et une pomme verte. On donne les caractéristiques des deux pommes. Et puis, on les fait choisir et on leur demande... pourquoi tu choisis plutôt celle-là que celle-là ? Celle-là, elle est plus sucrée, la couleur me plaît mieux, pour tout un tas de raisons. Mais on les fait argumenter. D'accord. Puis après, ça monte en compétence, ça monte en puissance. En complexité. Et en complexité. Alors, il y a des enseignements qui sont faits, par exemple, qui sont très rigolos, où, par exemple, il y a un cas de figure où vous devez choisir un animal domestique dans la famille. Alors, la question se pose, est-ce qu'on prend un animal domestique ou pas ? Ça, c'est un vrai choix, parce qu'après, il faut prendre en compte déjà quel type d'animal, quelles conséquences si on prend un animal pour la suite, quelles contraintes, bien sûr, etc. Donc, c'est intéressant. Donc là, ils les font travailler là-dessus. Bon, en admettant qu'on arrive à une décision qui est de dire, bon, allez, on va adopter une girafe, super. Après, la question, la situation suivante, c'est on s'aperçoit qu'on est allergique à la girafe. Quelle décision on prend ? On se débarrasse de la girafe, on se soigne pour essayer de... Vous voyez ? Et alors, ça peut aller plus loin encore dans les enseignements, puisque on a certains enseignants qui disent, voilà, quand ils donnent des devoirs, vous avez le choix entre faire l'exercice 23, page 14 en mathématiques. Celui-là, il est long, mais facile. Ou alors l'exercice 42 par champ 24. Alors, celui-là, il est plus court, mais difficile. Qu'est-ce que vous choisissez ? Et ils font choisir les élèves et argumenter derrière. Donc, ce qui fait que quand le jeune est face à des choix d'orientation, quelque part, il a eu un enseignement déjà, il a eu une compétence qui s'est développée. Et donc, fatalement, c'est beaucoup plus facile pour lui parce qu'il a cette compétence. Donc, nous, on est partenaire chez Crée ton avenir d'une structure qui s'appelle Alliance for Decision Education, qui est à New York. Et quand on regarde et qui rassemble finalement tout ce qui est recherche, mise en pratique de l'enseignement à la prise de décision dans le monde, on voit qu'en fait, tous les pays commencent à s'y mettre. Nous, en France, quand on a commencé à parler d'enseignement à l'apprentissage du choix, et toujours aujourd'hui, hein, on nous regarde avec des gros yeux en disant « mais de quoi ils parlent ? Qu'est-ce qu'on met là-dedans ?» Ce qui a été le cas un petit peu au début des cours d'empathie en France, de toutes ces initiatives qui peuvent être je pense qu'en fait, le sujet, c'est... on n'a pas l'habitude en France d'avoir des... Et là, on en revient sur les cours d'empathie. L'empathie, c'est une compétence. C'est une posture. Mais au même titre que la prise de décision. Absolument. Mais est-ce que notre école, elle doit former à la connaissance uniquement ou à la compétence, faire monter en compétence et aux postures ? Ça, c'est un immense débat. Si vous avez 3 heures, on peut y aller. C'est un immense débat qui est super intéressant parce que, par exemple, quand au collectif Orientation, on est en train de travailler tous ensemble, il y a la trentaine de structures, sur comment introduire dans les conseils de classe pas uniquement les notes dans la prise de décision sur l'orientation, mais aussi les compétences du jeune. Donc voilà, est-ce qu'on veut demain une école où on prend à la fois la nécessité, effectivement, d'acquérir des connaissances, mais aussi de développer des compétences de futurs citoyens ?
Vous échangez avec le ministère de l'Éducation nationale Qu'est-ce qu'ils Ah en bah oui, pensent? régulièrement. Bah oui, ils nous connaissent très bien. Vous dites ça comme si Mais c'était complexe quand même, ces relations. bien sûr que c'est complexe, mais moi, je pense je suis partisan du fait qu'il faut arrêter d'opposer les mondes. On dit toujours, ah, l'éducation nationale, ceci, l'éducation nationale, cela. Je pense qu'en fait, il faut essayer aussi de comprendre les contraintes qu'ils peuvent avoir. Les contraintes sont des contraintes, déjà, du fait de gérer une grosse maison. Hein. Il y a 8 millions de collégiens, hein, 12 collèges, millions d'élèves. lycées. Hein. C'est énorme. Il y en a à peu près 20% qui sont estimés, si on croise un peu les études, en difficulté ou en vulnérabilité par rapport à l'orientation. Imaginez les flux qu'on gère, que l'éducation nationale gère. Quand les académies, les services d'orientation vous disent bah, « nous, on gère des flux », alors moi, au départ, on affecte les jeunes. Moi, ça me faisait monter au plafond. Je me disais « affecter », ce mot-là, rien que ce mot-là, de mettre dans des cases. C'est sûr. Mais en même temps, j'ai, avec le temps, peut-être assagi, compris que, comme ils géraient des flux, eux, c'est l'école obligatoire jusqu'à 16 ans et maintenant la nécessité du droit de formation jusqu'à 18 ans. Donc il faut qu'ils puissent trouver une place à la rentrée aux jeunes. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Les familles leur tombent dessus et les rectorats aussi, leurs supérieurs aussi dans ce cadre de figure. Donc moi, ce que je dis, l'éducation nationale essaye de faire. Elle manque cruellement de moyens. Ça, c'est évident. Et sur l'orientation, il y avait des heures dédiées. En 2018, il y a eu des heures dédiées à l'orientation. Hein. Faut pas oublier, il y avait même jusqu'à 54 heures par année au lycée général. Hein. Quand même 1h30 par semaine, quasiment. Ouais. Dont on a vu très peu la couleur, en vrai, pour des questions de moyens. On va pas jusqu'au bout du chemin, c'est-à-dire dans cette affaire-là. Préciser de quoi il s'agit. Là, on nous dit ces 4 demi-journées de découverte du monde professionnel. Allez, c'est reparti. Rebolote sur la complexité. Découvrir un métier aujourd'hui, c'est pas faire de l'orientation, c'est une composante, mais c'est pas suffisant en soi. Donc, vous voyez, la seule chose sur laquelle je trouve que, voilà, là où peut-être que je serai un petit peu plus critique vis-à-vis d'eux, c'est la nécessité de l'humilité. C'est la nécessité d'aujourd'hui d'avoir une école ouverte. Moi, je prône pour l'école ouverte un peu l'américaine. C'est-à-dire, alors, expliquez-nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, admettre que l'éducation nationale, que les enseignants ne peuvent pas tout faire, admettre qu'il y a un écosystème autour de l'école qui peut travailler en collaboration avec l'école. Renforcer les liens avec l'entreprise, par exemple. Par exemple, mais pas que, avec les associations aussi. C'est-à-dire que nous, on est transparent comme l'eau claire, hein, je vous le dis. Hein. On parle de relations école-entreprise. Ouais. Elle est où l'asso là-dedans? Alors que la majorité des relations école-entreprise sont gérées par des associations. Je comprends. Donc, cette ouverture, finalement, ce projet d'école que j'appelle de mes voeux, c'est une école où on s'ouvre et les parents sont partie prenante. Alors aujourd'hui, les parents, ils sont très intrusifs dans l'école, ce qui n'est pas faux non plus. Mais en même temps, si on continue à se regarder, pas se parler, pas se mettre autour d'une table, on risque pas d'avancer longtemps. Vous dites souvent, et ça m'a marqué aussi, quand on parle d'orientation, en fait, de quoi parle-t-on? La question, c'est de quoi parle-t-on, justement, chère Isabelle? Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'un choix scolaire, d'un projet de vie, d'une responsabilité collective qui incombe justement à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur, ou aux parents, ou plus largement à la société ou aux entreprises? Comment aujourd'hui vous définiriez l'orientation, et est-ce que cette définition est différente de celle de l'éducation nationale? Alors, là encore une fois, quand vous regardez les rapports et quand vous regardez le plan à venir qui vient de sortir, etc., on vous parle bien de parcours. On vous parle bien de parcours. Dans tous les rapports, on vous parle de parcours. Donc, pour moi, l'orientation, c'est un continuum. Forcément. Ça se joue pas en une fois. C'est un chemin. Ça se joue pas exactement. C'est pas qu'est-ce que tu veux faire demain. C'est comment tu vas trouver ce que tu vas faire demain. Ouais. Si je dois résumer l'orientation, c'est ça. C'est le comment. C'est pas le quoi, c'est le comment. Et donc, ça doit être continuum. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, l'orientation, pour moi, c'est forcément pédagogique. C'est-à-dire que s'orienter, ça s'apprend. Moi, je suis choquée des propos que je peux entendre, et encore maintenant, alors plus l'âge avançant, plus l'expérience avançant, plus ça m'énerve forcément. Mais quand j'entends dans des conférences, etc., il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé, des parties prenantes, que ce soit des entreprises ou des assos, ou même des institutions, dire de toute façon, on oriente, il faut qu'on arrive à orienter les jeunes. Qu'on arrive à orienter les jeunes. Comme si
c'était des éléments qu'on positionnait, qu'on affectait, comme ça. Je ne comprends pas. Donc pour moi, l'orientation, c'est pédagogique et c'est surtout porté par le jeune lui-même. Et on doit le faire monter en compétences. Vous parliez d'un projet scolaire. Ouais. C'est un projet scolaire, c'est un projet de vie. Et le projet de vie commence dès tôt. Parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui, notamment de décrochage scolaire ou d'affectation de voix, on parle souvent des valorisations des voix professionnelles, Ouais. mais ça a un impact après hyper important Bien sûr. sur le jeune, C'est pas juste un impact de choix de filière ou de choix de métier. Non. C'est un impact de confiance en soi, Santé de mentale. construction. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est complexe, parce que derrière, c'est des enjeux individuels qui sont voilà. Donc, continuum, pédagogie, centrée auprès du jeune, avec des parties prenantes qui sont contributrices, mais qui doivent être émancipatrices. Alors, je sais que ce mot-là, tout le monde me dit, Madame Andrieux, il ne faut pas le prononcer. Désolée, L'émancipation. je vais le prononcer. Émancipation. Ouais. Ça fait, je sais pas, en Pourquoi France, ça fait peur. Pourquoi c'est Parce l'ingrate aux autres que quand vous le prononcez, ça voudrait dire, pour beaucoup, on laisse le jeune faire tout seul. C'est pas du tout ça. C'est qu'on considère que le jeune, il faut l'accompagner pour devenir, pour grandir, pour lui donner les clés d'eux. Mais par contre, c'est lui qui décide. C'est lui qui s'émancipe. Exactement. Mais on a peur de ce mot-là en France, alors que dans d'autres pays d'Europe, on n'a pas du tout peur de ça. Parce qu'on considère dès le plus jeune âge, l'enfant comme un futur adulte en devenir. Ouais, un citoyen. Exactement. Donc, vous voyez, culturellement, on a encore un peu de chemin quand même. Alors pourquoi en France, justement, on continue à vouloir résoudre, entre guillemets, la question de l'orientation comme un problème profondément technique, alors qu'il est profondément humain? Parce que c'est beaucoup plus simple. Parce que ça a un coût quand je vous entends. Terrible, le coût de la réorientation, le Bien coût sûr. de tous ces gamins qui justement ne savent plus où aller, le coût sociétal, etc. Et en fait, on se dit, mais il y a tellement d'opportunités malgré ça, et en même temps, ça nous coûte tellement cher qu'il n'y en a pas un qui s'est levé et qui s'est dit, mais les gars, ça y est, il faut changer le système. Est-ce que changer le système coûte plus cher que ce qu'il coûte aujourd'hui dans ses problématiques de réorientation? Peut-être que c'est ça le sujet, et du coup, ça demande des fonds et du courage politique. Est-ce que c'est aussi un problème de vision, de dire, OK, en fait, le gamin, c'est pas juste un pion ou un pourcentage ou un numéro, mais c'est effectivement un véritable citoyen. Est-ce que par rapport à l'étranger, on fait vraiment les choses différemment? Parce que je comprends, je vois bien, et d'ailleurs, je sens que ça m'impacte moi aussi. Ça nous énerve. C'est agaçant, oui, forcément. C'est un problème, vous disiez un problème technique, un problème humain. Je pense que c'est tellement plus facile de prendre le côté technique. On va faire une plateforme. Voilà. Ou on va faire un guichet unique. Si c'était si simple, franchement, vous ne croyez pas qu'on l'aurait fait déjà largement avant, en vrai? Alors, faut pas oublier qu'on est dans l'éducation nationale, hein, avec tout le respect que j'ai pour... Ouais, mais des plateformes, ils en ont pondu je sais pas combien. Vous Là, pensez quoi de Parcoursup? Alors moi, je pense que Parcoursup, c'est pas le sujet. Le sujet de Parcoursup, c'est pas le sujet. Le Parcoursup, c'est un outil. Il est plutôt bien fait, moi, je trouve, Parcoursup. Ouais. Les informations sont assez complètes, mais vous avez 23 000 formations sur Parcoursup, en formation initiale, 9 000 en apprentissage. Donc, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans, dans cette plateforme. C'est comme si vous arriviez dans un salon étudiant multiplié par... Enfin, c'est Porte de Versailles multiplié par 12 000, quoi. Vous imaginez bien, alors c'est pas une journée, hein, vous y passez, c'est une année, quoi. Donc, en fait, il y a plusieurs sujets. C'est comment on prépare Parcoursup. Ouais. Ça, c'est déjà un premier point. Et ça doit se préparer dès la seconde, sauf que ça se prépare pas. En fait, on fait des raccourcis en France. On dit, il faut choisir Surtout que maintenant, le lycée est à la carte, générale et technologique. Donc, il faut choisir des spécialités. Ces spécialités, elles ont pris une place très importante. Oui. 12 spécialités, il faut en choisir 3. Avec des coefficients parfois qui montent jusqu'à 36, etc. Exactement. On se demande un petit peu Exactement. la valeur Mais alors, que tout la ça question qui arrive tout de suite pour les jeunes qui sont en seconde, c'est choisis quoi? Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, tous les choix que les jeunes font, même à partir de la 3e jusqu'à la terminale, ont des impacts les uns sur les autres. C'est-à-dire que le choix des spé, il impacte sur les candidatures que vous pourrez faire post-bac. Ouais. Et donc, fatalement, si vous choisissez pas bien,
entre guillemets, c'est-à-dire ce qui correspondrait à ce que vous voulez faire post-bac, ça ne marche pas. Alors la difficulté, c'est ça veut dire que ça remonte. Il faudrait qu'en seconde, vous ayez déjà des idées de ce que vous voulez faire. Alors pas de métier, là encore, on arrête les bêtises 2 secondes. Quand on dit aujourd'hui, il faut découvrir les métiers en 5e, vous vous mettez dans la peau d'un 5e. Ouais. S'il a un petit peu de jugeote, et ils en ont sacrément, les gamins, ils vous disent, à quoi ça sert en fait? Parce que les métiers vont changer. C'est Moi, sur le travail qui disait qu'en 2030, 80% des métiers qu'on exerce aujourd'hui n'existeront plus. Ouais. Donc, prendre l'angle par les métiers uniquement, c'est voilà. Donc, sur Parcoursup, il faut préparer les jeunes avant pour pas qu'ils arrivent sur la plateforme en n'ayant aucune idée d'orientation. C'est quand même 40% des terminales qui arrivent comme ça, blanc comme neige, devant la plateforme. Donc, forcément, ça fait peur. Ouais. Il y a un deuxième sujet derrière Parcoursup, c'est l'algorithme. Comment sont sélectionnés les dossiers entre les vœux que font les jeunes et puis les résultats qu'ils en ont. Ça, c'est encore autre chose. Donc ça, on n'a pas la vision de l'algorithme. C'est une espèce de truc, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Vous ne croyez pas que c'est un mythe, ça? On a reçu le responsable de Parcoursup il y a quelques semaines dans 20 sur 20 qui nous dit que l'algorithme, c'est un mythe, que les médias s'en sont... Ah bon? Il existe l'algorithme. J'en suis assez convaincue. Et si c'est pas... Alors, d'accord, si c'est pas un mythe, ils ont qu'à exposer comment il est fait, alors. S'il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de mythe. Il faudrait une plateforme en open data qui pourrait Montrez-nous comment est fait l'algorithme, puis on en discute. Donc, il y a cet algorithme, et puis il y a quand même la question des places de l'enseignement supérieur, quand vous avez aujourd'hui un niveau d'atteinte de l'obtention du bac qui fait qu'il n'y a pas assez de place dans l'enseignement supérieur public, et qu'il y a des voies qui sont très demandées, d'autres qui sont moins demandées, et que c'est un bazar. Et attention, l'aventure ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas à Parcoursup, parce que quand vous allez à l'université et qu'il y a le master après avec la plateforme qui ne s'appelle pas Parcoursup, mais qui s'appelle Mon Master, c'est encore pire, là, je vais vous dire. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des classes de master, ils sont à peine une vingtaine, comme des classes de CM2. Non, mais il faut juste remettre les choses. Voilà. Donc, ouais, on traite ça de façon technique. Il faut, encore une fois, du temps, de la pédagogie et surtout du collectif. Il faut arrêter de chacun, parce que on va se le dire, l'orientation est un sujet politique. Vous l'aurez remarqué. Bien sûr. Depuis 2018, on assiste quand même à une bataille entre l'État et les régions sur la question. Qui va s'en occuper? Avec sur le terrain des situations absolument ubuesques où chacun crée sa plateforme. Alors moi, l'État, je vais créer ma plateforme sur les stages de seconde, et moi, région X, je vais chercher. Et là, comment on optimise les moyens? Vous parliez de moyens. Comment on optimise les moyens? Rien à faire, parce que moi, je voudrais ma plateforme. Donc, j'aurais tendance à dire travailler tous ensemble, éviter les égos, si je peux rêver. C'est pas bientôt Noël, mais on peut y aller dans la liste de Noël. Et puis se mettre autour d'une table, parce que quand on regarde, les enjeux ne sont pas les mêmes forcément. Alors parfois, ils peuvent paraître antinomiques. Une famille va vous dire, moi, je voudrais que mon fils y fasse médecine. Et derrière ça, c'est le rang social qui voit, ou c'est la réussite. Parce que quand vous êtes parent, dire j'ai mon fils qui fait médecin, est-ce que c'est plus ou moins que j'ai mon fils qui fait boucher? Bon, moi, j'ai la réponse, mais chacun a sa réponse. Et c'est ça aussi, c'est le poids des parents, les poids des familles là-dedans. Vous avez quand même un jeune sur 2 qui est dissuadé de son choix par ses parents. Ouais. C'est énorme aussi. Énorme. Donc la place des familles là-dedans, il ne faut pas qu'elles... Évidemment, elles ne sont pas en dehors du sujet, mais il ne doit pas l'être, c'est quand même leurs enfants. Mais en même temps, il y a quand même... voilà. Donc mettre les entreprises, les jeunes, les familles, les jeunes aussi autour de la table, parce que les jeunes, souvent, ne sont pas autour de la table. C'est eux qui sont concernés. Les établissements scolaires, les associations, les collectivités, et puis de se dire, bon, chacun nage dans son couloir de nage. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins être dans la même piscine? Alors Isabelle, moi je vous écoute depuis tout à l'heure et je me dis, mais déjà, vous êtes habité par ce que vous incarnez, et je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui soient habités par l'éducation, par ces sujets d'orientation qui sont des sujets absolument essentiels, parce qu'on parle effectivement de l'avenir de nos enfants, qui sont demain sur le monde du travail et qui ne seront pas forcément à l'aise dans le métier qu'ils font, dans l'entreprise dans laquelle ils seront, et qui seront du coup pas forcément des bons managers, et qui vont pas... Enfin, tout ça est une longue histoire qui peut avoir de vraies conséquences par la suite. Et en même temps, je me dis, mais mon Dieu, si tout ça est vrai, par où commencer?
Parce que les chantiers sont tellement énormes. C'est à la fois un sujet sociétal, c'est à la fois un sujet profondément culturel, bien sûr éducatif, économique sans aucun doute, politique évidemment, de courage, euh, managérial, politique, etc. Et donc partant de là, je me dis mon Dieu que la tâche est grande. Parce que, et en même temps, parce que si on réfléchit un peu, moi qui ai fait par exemple mes études en Angleterre, alors j'ai pas passé mon bac en Angleterre, mais j'ai fait une partie de mon collège en Angleterre et mes études supérieures. Mais j'ai des amis qui ont passé leur bac en Angleterre, les A-levels, et qui, eux, effectivement, comme un peu on peut le faire en France aujourd'hui, ont pu choisir leur majeur et leur mineur et donc se construire un bac international sur mesure. Et c'était le kiff. C'était vraiment une joie immense pour eux parce que enfin, ils pouvaient choisir des matières dans lesquelles ils étaient bons. Et donc, au lieu de faire, par exemple en France, un bac scientifique ou un bac économique et social moyen, ou pas forcément bon, ils pouvaient être excellents, exceller dans les matières qu'ils avaient choisies. Et en même temps, se construire 2-3 ans d'études dans lesquelles ils allaient aborder des sujets et apprendre des thématiques qui leur plaisaient vraiment. Le fait est, c'est que si vous avez étudié des maths, de l'anglais, de la littérature espagnole, vous pouviez faire anthropologie en études. Ça n'avait aucun impact sur le choix de vos études, justement. Et après avoir fait 3 ans ou 5 ans d'anthropologie en Angleterre, vous pouvez devenir archéologue. Ce qui n'a aucun lien avec ni ce que vous avez étudié pendant le bac, ni ce que vous avez étudié pendant vos masters ou vos études. Et moi, j'ai toujours trouvé ça génial. J'ai eu la chance, d'ailleurs, moi, de vivre ça. J'ai fait un bac littéraire, je suis partie en Angleterre, j'ai fait des études en sciences et politiques de l'éducation, ce qui n'existe pas en France, en tout cas pas à l'époque, il y a 5 ans. Et maintenant, de travailler dans le journalisme. Ça n'a aucun sens. Mais je sais que j'ai mon parcours qui m'a offert mon job et que par rapport aux 99 autres % d'élèves qui n'ont pas forcément cette chance-là que j'ai pu avoir, on a un vrai sujet. Mais en même temps, on voit qu'à l'étranger, ça marche et que c'est possible. Est-ce que ça vous donne encore des raisons de croire ? Ah, mais moi, j'y croirais jusqu'à la fin, que j'espère loin. Mais oui, je me suis engagée, moi, dans l'orientation depuis très longtemps. Et puis, ce format d'entrepreneur associatif, c'est pas tous les jours, voilà. Non. Pas toujours simple. Facile. Et j'ai voulu, chez Crée ton avenir, justement, essayer déjà de me dire, vous me disiez comment on résout ce problème qui a l'air éminemment complexe. Oui. Ouais. Alors, la première étape, moi, je me suis dit, c'est il faut s'attaquer à tous les moments où le jeune y travaille l'orientation. Et en 2013, quand on a créé Crée ton avenir, un des moments qui était important, c'était le stage 3e. Ouais. Alors, on nous le vendait comme étant super important, avec des objectifs, machin. Bon. Et donc, on a fait une étude pour voir si effectivement c'était le cas. Bon, en fait, tout le monde était content du stage de 3e. C'était un bon moment, en fait. Sauf que les parents s'en plaignaient parce que c'est eux qui cherchaient le stage. Ouais. Les entreprises s'en plaignaient parce qu'ils ne savaient pas quoi leur faire faire. Tout le monde trouvait ça intéressant. Mais pour autant, c'était un rendez-vous quelque part un peu manqué, avec des inégalités d'accès au stage, etc. Bon, donc, on a été les premiers à essayer de travailler des stages collectifs en entreprise, avec des véritables programmes pédagogiques aussi. Parce que quand vous êtes en 3e, vous arrivez en entreprise. Alors, sauf erreur de ma part, vous ne connaissez pas l'entreprise. Bien sûr. Donc, il faut quand même passer par peut-être la case. On m'explique où je suis arrivée quand même. Comment c'est comme ça si marche. vous arriviez dans un pays étranger sans rien, sans mode de... Donc, comment ça marche, peut-être. Donc, vous voyez, la pédagogie. Et puis aussi de dire, généralement, dans les stages, vous avez Martine, contrôleur de gestion, qui va dire, attends, moi, je vais t'expliquer mon métier. Alors, Martine, elle y va. Elle dit, voilà, je suis contrôleur de gestion, je fais ça, telle mission, j'ai telle compétence. Déjà, alors là, compétence, c'est parce que c'est un 3e. Ouais. Mais il ne va pas poser la question, forcément. Martine ne va pas la déranger. Puis Martine, elle va dire, j'ai fait un BTS. Elle ne va pas poser non plus la question de savoir ce que c'est que ça. Donc, en fait, à chaque fois, il y avait des rendez-vous, on semblait un rendez-vous raté parce que l'entreprise donnait, les collaborateurs donnaient, et en même temps, on avait des jeunes qui n'osaient pas poser des questions, mais qui ne comprenaient pas forcément. Donc, on a créé ce programme pédagogique collectif pour mettre de la pédagogie dans ce stage, mettre de l'action aussi, pour qu'ils puissent mener un petit projet, même si un stage d'observation, pour qu'ils puissent développer leurs compétences. Et puis, on a commencé à travailler sur ce fameux recherche sur l'apprentissage du choix dont je vous parlais. Ouais. Et on a développé avec les enseignants. Alors, c'est ça aussi qui est important pour essayer de résoudre ce problème complexe. C'est de travailler ensemble. J'allais vous dire quel doit être le rôle des enseignants et des familles. Et souvent,
là, au travers du stage collectif, on a essayé d'accompagner l'entreprise qui accueillait, parce que ces jeunes pourront faire un moment d'orientation. La question des professeurs principaux dans les établissements qui sont censés porter l'orientation est une vraie question. Aujourd'hui, on leur dit que tu as une classe de 30 pimpins. Alors, non seulement tu dois faire de l'accompagnement personnalisé, tu dois connaître les filières de formation, tu dois connaître les métiers. Ouais, quand même, hein, c'est pas normal, hein, tu connais pas les métiers. Enfin, comment ça faudrait que tu connaisses tous les métiers, etc. On en demande beaucoup trop. Voilà, et puis ça, 3 heures par an. Mais c'est pas possible. Enfin, il y a un moment donné où c'est Et pas le tout possible. pas rémunéré. Exactement. Donc, en fait, nous, on s'est attaqué à ça en se disant et en posant la question aux professeurs principaux. Vous voyez, quand je reviens à votre question sur comment on essaye de résoudre cette... Déjà, on se met en position de comprendre. Ouais. Et donc, on a été voir les professeurs principaux en leur disant, mais c'est quoi le problème, en fait? Ah bah c'est ça, d'accord. Puis on n'est pas formé, hein, on n'est pas équipé, on n'est pas formé. Bon, très bien. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et en parallèle de ça, comme on avait cette histoire d'apprentissage du choix, on leur a dit, mais si demain, vous restez dans votre sphère de pédagogue, si vous apprenez de la méthode aux gamins pour faire des choix, parce qu'apprendre à faire des choix, c'est une méthode pédagogique, est-ce que là, vous vous sentirez bien? Surtout que là, pour le coup, ça va pour tout le monde. Alors, les questions d'inégalité liées au fait que vous avez quand même 80% des jeunes qui, en matière d'orientation, s'adressent à leurs parents. Quand ils ont un sujet d'orientation, ils s'adressent d'abord à leurs parents. 80% d'entre eux. Mais est-ce que ça, c'est pas logique? Si. C'est leur premier référent. Tiers de confiance. Tout à fait. Voilà. Mais ça redescend tout de suite à 30% pour leur professeur principal. Alors en fait, il y a un vrai gap là. On se dit, si vous avez des parents qui peuvent vous aider, bah, tant mieux, youpi, tralala. Et encore que maintenant, le système a tellement changé que c'est compliqué. Ouais. Puis ça donne un poids sur l'épaule des parents qui est quand même... voilà. Et sinon, il se passe quoi alors, en vrai? Peut-être qu'ils ne se tournent pas vers leurs professeurs principaux parce que justement, ils savent que pertinemment, leur professeur principal n'a pas d'expérience en entreprise autre que l'école. C'est exactement ça. Et donc, on aurait besoin aussi de... Alors, je vais peut-être me faire assassiner par des professeurs, mais je suis convaincue de ce que je dis. En Angleterre, notamment, les enseignants font énormément de stages en entreprise en tant qu'enseignants. Oui, mais est-ce que, finalement, qu'ils en fassent un ou deux pour avoir une sensibilité, ok. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment leur rôle de comprendre le monde professionnel? Est-ce que finalement, dans l'orientation, en tant que pédagogue, on ne pourrait pas leur donner un rôle qui est véritablement un rôle d'enseignant, avec un socle commun, c'est ce que nous, on défend, et en disant, vous savez, en ce moment, c'est les prix Nobel, donc je pense que là, je peux y aller, je n'aurai pas le prix Nobel, je ne le demande pas. Il y en a d'autres qui le demandent. Mais il y en a d'autres, je les laisse faire. Mais vous voyez, nous, on a eu une approche qui est aujourd'hui en 4 étapes. C'est assez simple, c'est de dire, quand j'arrive, par exemple, en 3e, c'est toujours, alors en 3e, en seconde, c'est quoi les choix que j'ai opérés en fin d'année? Je suis en 3e, je dois choisir entre une voie générale et une voie professionnelle. Question, il y a quoi dedans? C'est bête, hein. Encore une fois, prix Nobel, je l'oublie. Il y a quel type d'enseignement? Ça se passe où? Vous voyez, des choses très simples. Quels sont les critères pour choisir l'un ou l'autre? Alors, vous allez me dire, Philippine, non, mais merci, mais c'est d'une évidence sans nom, ça. C'est d'une évidence, mais c'est pas fait, ça. Or, un professeur principal, il peut faire ça. Sans problème. Ensuite, de voir avec les élèves quelles sont les préférences, là, à ce stade-là. Sans que, voilà. Okay. Ensuite, la deuxième séance, c'est de dire... Bon, j'ai compris les critères. Comment j'explore pour savoir comment je fais avec ces critères, comment j'identifie ces critères? Donc, comment j'explore? Parce qu'on nous dit, il y a plein d'informations, un problème d'accès à l'information. Mais en même temps, l'information, il y en a partout. Ouais. Le problème, c'est pas l'information. Le problème, c'est comment je me dépatouille de tout ça. L'infobésité. Voilà. Et pourquoi je la cherche aussi? Le pourquoi est important. Pourquoi je cherche l'information ou je cherche l'information exacte? Ensuite, la troisième séance, c'est quoi mes incertitudes et mes contraintes? Et ça, dans l'éducation, on ne pose pas les incertitudes. Et pourtant, pour l'orientation, il faut les poser. Je ne suis pas certain parce qu'en fait, moi, j'aimerais bien aller là, mais en fait, mes parents, je voudrais leur faire plaisir. Et ça, je pense que ça ne leur fera pas plaisir du tout. Si on ne pose pas ces sujets à un moment donné, si on n'en débat pas, ils sont sous le tapis. Bien sûr. Voilà. Et puis, la troisième, c'est comment je prends une décision. Et ça, les professeurs principaux, c'est de la pédagogie. Alors, je dis pas que nous, on a la vérité vraie et qu'on a trouvé la solution miracle. C'est pas du tout ça, mon sujet. Mon sujet, il est de dire que il faudrait... Enfin, le problème, on a beaucoup de choses déjà qui existent. Il y a beaucoup d'initiatives, d'actions qui existent. Donc, c'est pas de refaire une initiative de plus. C'est simplement de
je le redis, mais j'y crois fortement, c'est de se mettre autour de la table toutes les parties prenantes. Et ça, par rapport à ce que vous me disiez de la difficulté, on ne peut pas l'attraper au niveau national, ça. Ouais. Il faut le faire à la maille d'un territoire. Parce que c'est plus facile de le faire à la maille d'un territoire, de mettre concrètement autour de la table des jeunes, des familles, et puis de se dire, finalement, OK, on a ces 4 séances-là qui se reproduisent chaque année, qui peuvent servir un peu de colonne vertébrale, parce que ça permet au moins de poser les questions. Et puis, chacun vient avec ce qu'il apporte. L'entreprise du coin qui faisait la visite d'entreprise avec la 4e B de Martine. Super, hein, les 4e B de Martine. Ils passent une demi-journée en entreprise. Génial. Ils sont contents, hein, Martine aussi d'ailleurs. L'entreprise aussi. Mais l'entreprise, généralement, elle vous dit, ouais, mais bon, j'ai passé une demi-journée, j'ai mobilisé des collaborateurs. Ça a servi à quoi, en vrai, je sais pas. Donc effectivement, si on travaille tous ensemble et qu'on se dit que l'entreprise, on lui demande déjà beaucoup, mais en plus, elle accepte de prendre en visite, mais on prépare avant dans l'établissement la visite, on la traite après dans le processus de choix en se disant, bon, OK, on a été voir cette entreprise, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé? Est-ce qu'il y a des métiers que vous avez rencontrés où tel et tel point vous font un peu écho, etc. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Et donc, par rapport à la complexité, j'oublie pas la question, par rapport à la complexité du sujet, un sujet complexe, il n'y a pas de solution rapide. Désolée. Spoiler. Désolée. Il y a de l'orfèvrerie à faire, de la patience à avoir et du temps long, chose qu'on n'admet pas, nous. C'est-à-dire, on n'admet pas la complexité, on n'admet pas le temps long, et ça nécessite évidemment des moyens que aujourd'hui, le contexte associatif n'a pas. J'ai 1000 questions à vous poser, Isabelle, mais le temps se fait court. L'orientation, ça touche à la fois l'éducation, à la politique, à la culture, à la société, à l'économie, etc. Est-ce que c'est pour ça, parce que quelque part c'est si central dans une société, dans la vie d'un individu, qu'on avance si lentement? Oui. C'est totalement vrai. Parce que ce que je vous disais, c'est que toutes ces dimensions-là, soit on arrive à trouver le consensus, et là, je pense qu'on peut peut-être appeler notre Premier ministre à nous aider. Lequel? Je ne sais pas. À l'heure où on se parle, je ne sais pas. On ne sait plus très bien qui il est. C'est plus très bien, mais on parle, en ce moment, on parle beaucoup de consensus. Ouais. Énormément. Et je pense que c'est un mot qu'on doit utiliser dans l'orientation. Il faut trouver des consensus. Mais ça aussi, on doit l'apprendre. Comme faire un choix. Exactement. On n'apprend pas à l'école à faire des Exactement. consensus. Mais apprendre, ça veut dire aussi admettre qu'on ne sait pas. Ça, c'est sûr. Aïe, je viens d'enfoncer une porte ouverte. Non, mais et ça, c'est un fait. Et ça aujourd'hui, c'est compliqué parce que vous avez des acteurs qui ne veulent pas de ça, qui disent nous, on a les actions qui sont les plus pertinentes en matière d'orientation. Nous, on a la plateforme qui est la plus pertinente en matière d'orientation. Nous, on a ceci ou on a cela. Et le pas de côté de se dire, on a peut-être, ouais, mais est-ce que c'est efficace? Alors ça, là aussi, c'est un grand sujet. Mais je crois qu'il va falloir que vous reveniez, en fait. Parce il y a une saison 2, ouais. Une saison 2, Philippine. Avant, d'accord. C'est clair. Parce que là, c'est très juste. J'ai interviewé dans ces dernières années un certain nombre d'acteurs de la EdTech, le monde de l'éducation et de la technologie. Le sujet de l'orientation, c'est peut-être le sujet qui attire, en tout cas parmi ceux que j'ai interviewés, le plus d'entrepreneurs. Parce qu'effectivement, c'est hyper utile, parce que c'est très concret pour les jeunes et parce qu'ils ont un besoin et qu'il y a ce stress autour de Parcoursup. Et là, je renvoie nos auditeurs vers l'interview qu'on a fait de M. Teilhard sur Jérôme Teilhard, merci, sur Parcoursup. Ça crée un stress. L'orientation de base est un stress à la fois pour l'enfant lui-même, pour les grands-parents, pour le parent qui ne sait pas forcément comment accompagner au mieux son fils ou sa fille. Votre combat et ce combat-là dépassent la seule question de l'orientation. L'idée, c'est de faire ensemble, on l'a compris. Encore faut-il savoir comment on fait ensemble et que tout le monde souhaite faire avec les autres. C'est un débat. Dans ces entreprises de la EdTech, à chaque fois, ce que je leur disais, quand ils montaient une boîte autour de l'éducation, justement pour présenter de manière parfois très différente, parfois très similaire, des métiers, avoir une approche de l'éducation, je dis, mais vous êtes tellement nombreux
Vous êtes tellement nombreux sur ce secteur que peut-être que la prochaine idée dans l'éducation numérique, c'est justement de créer un énorme acteur où vous associez vos forces plutôt que de créer un acteur par-ci, un acteur par-là, un acteur par-là, où il y a un petit bout d'intelligence artificielle, un petit bout de communication, un petit bout de marketing. Et en même temps, à force d'avoir tellement d'acteurs, ces jeunes, ils sont complètement perdus. Bien sûr. Aussi, ils sont déjà perdus face au mastodonte qui est mon master et Parcoursup, mais ils sont aussi perdus avec tous ces outils. Alors déjà, alors deux choses. Sur les outils digitaux, il ne faut pas oublier, et d'ailleurs leur nom l'indique, que ça ne reste qu'un outil. Et que si ce n'est pas accompagné, c'est pas... voilà. Alors moi, j'ai 3 enfants, 3 garçons. Je ne connais pas un ado qui se lève le matin ou qui, dans l'après-midi, se dit tout d'un coup « Oh là là, j'ai rien à faire là. Je vais aller sur la plateforme Tartampion ou l'appli du SMUC et je vais me faire 1 heure d'orientation. Tiens, allez, hop là, ça, je suis motivée là, dis donc, j'y vais quoi. » Et puis il est super mignon parce que non seulement il y va, mais il y retourne. Non, mais alors là, moi, j'y crois pas du tout. Alors moi, je veux bien qu'on me vende du rêve, ou alors mes 3 garçons et ceux que j'accompagne ne sont pas dans ce spectre-là, mais j'en connais pas. Déjà, donc, ça veut pas dire, encore une fois, que les outils digitaux sont pas utiles, mais ça veut dire que ça reste des outils. Et que si c'était, encore une fois, que la solution, on le saurait. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand on a créé le collectif Orientation, au départ, on était 8 structures, fondations, entreprises et associations. Et notre réflexion a été exactement ce que vous avez évoqué, avec un peu de ce que j'ai évoqué sur le fait qu'on était peut-être nuls tous ensemble et qu'on s'est dit à un moment donné, on est très nombreux, peut-être qu'en se mettant ensemble et en se parlant, on sera peut-être un peu moins nuls. Ouais. Voilà. Ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on est presque une trentaine de structures. Et à l'intérieur, on a à la fois des entreprises, à la fois, vous voyez, on vient d'accueillir une association qui regroupe des coachs en orientation. Ça, c'est pareil. Alors, on oppose les plateformes digitales, les associations, l'éducation nationale, les coachs en orientation qui seraient des grands pourvoyeurs privés, le privé, le public, enfin, un bazar sans nom, quoi. Ouais. Et à un moment donné, ce qui nous a rassemblés dans ce collectif, ça a été de dire, en fait, passons au-delà de ça et intéressons-nous d'abord et avant toute chose à nos jeunes et aux gamins. Et on trouvera. Et l'avantage, en fait, de fédérer, puisque au sein du collectif, donc, notre première mission, c'est de fédérer ces acteurs. Comme on voit qu'il y en a qui toquent à la porte, à chaque fois, on se dit « Ah, mais tu fais ça, toi ? Ah bon ? Dis donc, moi, j'avais envie de faire ça. C'est pas la peine que je le fasse, puisque tu le fais bien. Ouais. Autant s'allier. » Et c'est en se connaissant qu'on évite des doublons. Parce que alors, des doublons, des millefeuilles, des trucs qui coûtent, machin, il y en a plein, les tiroirs. Donc, à un moment donné, c'est soit on se parle et puis on essaye de se dire « Bah tiens, toi, t'as un petit bout. » En tout cas, une chose est claire, personne n'a la solution vraie en la matière. Donc, c'est chacun en ayant un petit bout du truc qu'on arrive à faire au moins quelque chose. Et puis, l'avantage du collectif Orientation, c'est qu'il y a des grandes choses qui nous traversent tous et qui nous bloquent tous. Par exemple, on parlait des heures dédiées. Ça, c'est un vrai sujet, les heures dédiées à l'orientation. Pourquoi il y a des établissements qui arrivent, bon an, mal an, à en mettre quelques-uns en place ? Alors avec les professeurs principaux, la psy-EN, un petit bout du temps de... alors la bibliothécaire, on disait à mon époque, on ne dit plus ça, mais enfin le CDI. Enfin, on va chercher un peu tout le monde voilà, pour essayer de trouver. On va chercher des financements, le chef d'établissement. Alors, ils sont très créatifs. Ils essayent de trouver machin, avec des bouts de ficelle. Et puis, il y en a d'autres, ils n'y arrivent pas du tout. Si on ne comprend pas la mécanique, donc voilà, ça c'est un champ d'études qu'on a avec le collectif, c'est d'essayer de comprendre avec les établissements, c'est quoi la mécanique, c'est quoi les bonnes pratiques, comment on peut y arriver, à essayer de faire en sorte qu'il y ait du Bien temps. sûr. Parce qu'on parle d'inégalité par rapport à l'orientation. On a toujours dit l'éducation, comme elle est pour tous, il faut que dans les temps d'éducation, on ait des choses qui permettent d'éviter ces inégalités. Or, avoir un enseignement dédié à l'orientation, mais vraiment actif, ça permet justement de lutter contre ces inégalités. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question là, mais c'est par détournement. Parfait. Non, je suis absolument ravie. On arrive à la fin de cette première partie d'interview et j'ai une dernière question pour vous, Isabelle. Si vous deviez adresser un message aux jeunes qui doutent aujourd'hui et qui nous écoutent, à leurs parents, peut-être aussi d'ailleurs aux politiques et aux institutions, qu'est-ce que vous leur diriez en une phrase ? En lien avec tous vos en combats. une phrase. Ouais. Oula. Et vous avez 4 heures. Voilà. Je dirais, c'est croyez en vous. Ça, c'est la parole aussi d'un entrepreneur qui lutte tous les jours.
Je crois que c'est ça. Il faut croire en soi et il faut croire en l'avenir, justement. Moi, je suis toujours étonnée, je suis désolée, je ne vais pas le faire en une phrase, mais je suis toujours étonnée de la capacité des jeunes. On sous-estime largement la capacité des jeunes à prendre leur destin en main. Mais vraiment. Et c'est peut-être là le cœur du problème. Voilà. Donc, faisons leur confiance. C'est le spoiler du podcast, si vous prenez le podcast par la fin. Allez Isabelle, on passe à une autre partie de l'interview où je vais vous poser des questions plus courtes qui demandent des réponses plus courtes, idéalement en un mot ou en une phrase. Allez, on est parti ? Allez. Diplôme ou expérience ? Expérience. La qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation en France ? L'écoute. Une chose que vous changeriez dans l'enseignement supérieur ? Il y en a un petit paquet. Le nombre de places. Votre vision de l'éducation dans 20 ans ? Émancipatrice. Un livre ou un film qui vous a inspiré, ou une prise de parole, un discours dans votre combat ? Alors, je ne me souviens plus du nom du film, ni de l'auteur, ni des acteurs, mais il y a un film, oui, qui relate, on retrouvera, qui relate en fait le quotidien d'un professeur principal avec sa classe. Alors, je ne sais même pas s'il est professeur principal, mais qui, vous savez, qui a testé une approche pour que ses élèves de terminale, il est prof en terminale, pour que ses élèves réussissent. Et il y a tout un pacte avec je vous retrouverai, avec les familles, etc. D'accord. Et, ça vous a marqué ? Ouais, ça m'a marqué parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est à un moment donné, et on a quand même dans notre éducation des équipes éducatives qui sont juste formidables, il faut le dire. Voilà. Sûr. Une compétence que tout le monde devrait apprendre ? L'humilité. Le plus grand défi des jeunes aujourd'hui ? Croire en l'avenir. Est-ce qu'il y a un prof qui a changé votre vie ? Oh, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein qui m'ont... En fait, j'en ai pas un précisément, mais je pense que on a tous des profs qui nous ont fait soit réfléchir autrement, soit fait prendre conscience qu'on pouvait, donc nous donner confiance. Donc c'est pour ça, moi, je crois beaucoup en l'éducation, et c'est pour ça que je combats avec elle. Si vous deviez maintenant, et ce sera ma dernière question, chère Isabelle, passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à une personne dans l'éducation, l'enseignement supérieur, l'orientation, à qui pensez-vous ? Je passerai la parole très égoïstement à Sébastien, qui est le DG de notre collectif orientation. D'accord. Parce qu'il fait Sébastien Gourong, il fait un boulot formidable avec nous tous, puisque vous imaginez mettre autour de la table des associations, des entreprises, des fondations et essayer de faire avancer la cause, c'est pas gagné d'avance. Je me doute. Donc je le ferai intervenir lui, voilà. Parce qu'il est jeune, qu'il en veut beaucoup et que je me dis que la relève est assurée. Merci infiniment, Isabelle Andrieux, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Bravo pour ces combats qui sont les vôtres. Merci beaucoup. Et puis on se donne rendez-vous dans un prochain épisode, ici ou ailleurs, pour continuer à parler de tout ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.